un peu un aperçu de ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Vous verrez que ce n'est pas très différent en réalité de ce qui se fait dans les autres pays. Depuis, vous savez, je suis dans cette fonction depuis 5-6 ans maintenant, et j'ai pu voir surtout au cours des dernières années, une convergence s'établir progressivement dans les stratégies mises en œuvre par les pays africains. Je pense que c'est plutôt rassurant. Au début, on était seul à dire certaines choses, et quand on se retrouve à plusieurs à dire la même chose, on craint moins de se tromper. Et donc, je peux dire aujourd'hui que nous sommes globalement en phase avec la plupart des plans de développement des TIC mis en œuvre dans les pays africains. Donc, pour d'abord tracer la vision en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je dirais que tout part de la volonté du président Alassane Ouattara, du chef de l'État, de voir notre pays émerger aux environs donc, de 2020. Cela est connu, les attentes sont claires en cette matière. L'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Et comme l'a dit tout à l'heure le président Lo, on ne peut pas imaginer que cela puisse se faire sans le numérique, sans les TIC. Je pense aujourd'hui parler d'émergence sans parler de numérique, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une vaine ambition qui ne peut se réaliser. L'objectif ultime en ce qui concerne notre pays, c'est de bâtir une économie numérique forte qui soit un accélérateur du développement économique et social de notre pays. J'insiste là-dessus, donc développement économique, mais également développement social, donc faire en sorte que cela améliore les conditions de vie des populations. Les TIC, le numérique, aujourd'hui, par la généralisation de leurs usages, sont un facteur de développement socio-économique, sont un facteur de compétitivité, sont un facteur de création d'emplois, sont un facteur de diffusion du savoir, d'amélioration de la fourniture des services publics aux populations. Et je peux continuer dans la liste des avantages que cela apporte. L'enjeu ou les enjeux en ce qui concerne notre pays, c'est de faire en sorte que tout ce qui est développé au niveau du numérique, accélère la marche de l'économie, 2, crée des emplois, 3, améliore, comme je l'indiquais tout à l'heure, les conditions de vie des populations. Et cela se fait à travers divers canaux. Cela se fait, premièrement, à travers la création d'emplois directs par le secteur des TIC. Cela se fait également par l'impact que ces technologies ont sur l'ensemble de l'activité, qu'elle soit humaine, qu'elle soit économique, etc. La Banque mondiale démontre que 10% de taux de pénétration du haut débit Internet, c'est 1 point de croissance chaque année. Et ce point de croissance n'est pas généré que par le secteur des TIC ou du numérique. Il est généré par justement l'impact que ces technologies ont sur tout le reste des activités. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix, nous pays africains, que de nous servir de ces technologies pour accélérer notre développement. Nous n'avons pas d'autre choix. Beaucoup disent que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions, agricoles, industrielles, etc. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle révolution. À la différence que cette révolution, elle prend sa matière première pour l'essentiel dans le cerveau. Jusqu'à ce que ce soit démontré autrement, il est aujourd'hui dit que c'est probablement l'une des choses les mieux partagées entre les humains. Donc ça met l'Afrique au même niveau que l'ensemble des autres pays. Donc nous partons pour la première fois, dans une compétition pratiquement au même niveau que les pays, y compris que tous les autres pays dans le monde, y compris les pays développés. Donc pour nous, c'est une chance. C'est une chance et cela se voit à tous les points de vue. Il y a une phrase que j'aime bien et que je voudrais ici vous faire partager. C'est une phrase qui, pour l'essentiel,
montre qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être développé avant de développer les TIC. Il n'y a pas besoin d'avoir des infrastructures routières, d'avoir des immeubles, d'avoir une école qui marche, etc. Bien au contraire, c'est quand tout cela n'existe pas qu'il faut mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière de développement des TIC. Cette phrase, c'est celle-ci: quand vous n'avez pas les moyens pour construire des routes, c'est le bon moment pour construire des autoroutes de l'information et de la communication. Quand on ne peut pas construire des amphis pour des étudiants qui aujourd'hui arrivent par centaines de milliers, c'est le cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes aujourd'hui à pratiquement 100 000 bacheliers par an. Donc on n'imagine pas, et nous sommes déjà à 5 ou 6 universités, mais il va être de plus en plus difficile d'enseigner à toute cette masse qui arrive en présentiel, dans des amphis, avec des professeurs qu'il faudra payer, etc., etc. C'est le bon moment pour développer en ce moment-là les MOOC, par exemple. C'est le bon moment, et la Côte d'Ivoire a fait le choix, par exemple, de lancer dès à présent l'université virtuelle de Côte d'Ivoire pour anticiper cela. Quand on ne peut pas avoir des professeurs de médecine partout, des médecins qualifiés, etc., etc., ben là aussi, c'est le bon moment pour s'appuyer justement sur ces technologies-là, pour compenser le manque qu'on a par ailleurs. Quand on n'a pas de routes pour que les populations se déplacent, par exemple pour aller à la sous-préfecture, pour établir un acte de naissance, pour demander un acte de naissance, etc., etc., ben c'est le bon moment là aussi. C'est le bon moment là aussi pour investir dans ces technologies qui permettent à la personne, au citoyen, d'être chez lui et puis de faire une demande en ligne. Je peux continuer comme ça sur tous les intérêts qu'il y a pour nos pays à développer en ce moment même, ne pas attendre demain, développer en ce moment et immédiatement une politique ambitieuse en matière de développement des TIC. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est le choix qui a été fait. Ce choix a été fait il y a 5 ans et depuis, nous avons mis en œuvre un plan cohérent, certains diraient également holistique, parce que prend en compte la totalité de ce que nous pensons être nécessaire pour bâtir une économie numérique forte. Ce plan s'appuie premièrement sur un environnement réglementaire qui doit être à la mesure de l'ambition qu'on affiche. Cet environnement réglementaire doit permettre d'impulser, surtout d'activer le secteur privé. Cet environnement réglementaire doit permettre de sécuriser les utilisateurs, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne craignent pas. Donc, notamment, c'est par exemple la mise en place d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. Cet environnement doit créer l'émulation entre les acteurs, donc ne doit pas freiner ceux qui sont les plus dynamiques sur le marché. Cet environnement doit attirer également des acteurs dans le secteur. En ce qui nous concerne, nous avons également profité de la mise à plat de cet environnement réglementaire pour redéfinir les missions des acteurs publics. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui l'activité de régulation qui est portée par une autorité qui a le pouvoir pour le faire, c'est la RTCI. Nous avons un établissement national, c'est l'ANSUT, donc l'Agence nationale du service universel des télécommunications, qui a aujourd'hui la charge de porter tous les projets réalisés par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons l'AIGF, par ailleurs, qui a la gestion de toute la problématique des fréquences. Tout cela était, j'allais dire, un peu puzzled avant. Donc aujourd'hui, il y a cette clarification. Le deuxième pilier dans notre stratégie, c'est la connectivité. La connectivité, donc faire en sorte que celle-ci soit la plus développée possible, mais faire en sorte également que celle-ci prenne en compte toutes les solutions technologiques qui existent et qui sont les plus adaptées, j'insiste, qui sont les plus adaptées à chaque lieu. Il n'est pas question de mettre de la fibre optique partout.
À certains endroits, peut-être que le faisceau hertzien seul suffit, ou une connexion VSAT seule suffit. Certaines zones dans le pays feront davantage de 2G que de 3G ou de 4G, etc. Mais notre ambition, ça a été de faire en sorte qu'au plan de la connectivité, nous ayons ces possibilités d'accès à toutes les technologies, celles qui sont les plus appropriées, en tout cas aujourd'hui. Mais en faisant en sorte, et c'est important que je le mentionne, en faisant en sorte que tout cela soit fait en parfaite intelligence avec les opérateurs privés. Il ne s'agit pas pour l'État de concurrencer les opérateurs privés, il s'agit de travailler avec eux. Et ainsi, avant même de commencer à poser le premier kilomètre de câble, nous avons là validé les parcours avec le secteur privé. Nous avons eu en main les parcours de câbles du secteur privé. Nous avons eu en main les objectifs de réalisation. Et c'est en fonction de tout cela que l'État a investi. A investi essentiellement dans la partie service universel, donc la partie réduction de la pénibilité, réduction du coût pour certaines catégories de population, celles pour lesquelles les services continuaient d'être trop chers. Nous travaillons sur un troisième pilier qui est celui de l'accès. L'accès, c'est important parce que si on a de la connectivité à foison et que les populations n'ont pas les équipements terminaux pour accéder, nous avons là aussi fait un coup de pied, un coup d'épée dans l'eau. Ici, il s'agit de favoriser donc l'accès des populations à ces autoroutes. Cet accès se fait sous deux formes. Premièrement, sous une forme que nous avons qualifiée d'individuelle. Et là, il s'agit notamment des mesures qui ont été prises de défiscalisation pour réduire le coût, le crédit qui a été mis à disposition. Et nous essayons pour certaines catégories, là aussi, d'aller plus loin, y compris en subventionnant les équipements terminaux. C'est le cas, par exemple, pour les étudiants, qui aujourd'hui sont subventionnés à 50% pratiquement par le Fonds du service universel qui est logé à l'ANSUT. Tout simplement parce que là, nous voyons un terreau qui est très fertile, parce que l'étudiant qui est formé avec un ordinateur, quand il travaillera demain, son premier réflexe, et je pense que sa première demande, quand il s'assoira dans un bureau, que ce soit dans le public ou dans le privé, ce sera un ordinateur. Ce sera au minimum d'avoir sur sa table un ordinateur, parce qu'il aura fait toute sa scolarité avec cela. Nous entrevoyons d'autres groupes, notamment le personnel de l'administration centrale, donc les préfets, sous-préfets. Nous entrevoyons les femmes, des groupes par exemple comme les femmes, qui aujourd'hui sont extrêmement dynamiques économiquement et qui souvent ont besoin d'outils justement pour aller encore plus loin. Donc j'indiquais tout à l'heure que nous avions cette possibilité d'accès individuel, mais nous avons également l'accès collectif, l'aspect communautaire, qui consiste ici à mettre en place principalement des cybercentres. Parce que malgré toutes les conditions favorables qui ont été proposées dans le premier accès, il nous paraît évident que beaucoup d'Ivoiriens continueront malheureusement de ne pas pouvoir acheter par eux-mêmes un équipement terminal. Donc il s'agit de mettre à la disposition de ceux-là un accès, une possibilité d'accès, aller dans un cybercentre, payer 25 francs ou 50 francs, et accéder aux services pendant un certain temps pour consulter des mails, se former, prendre des nouvelles des parents, etc., etc. Nous avons comme quatrième pilier, celui-là me paraît très important, le pilier du contenu. Je pense que ce pilier est probablement le pilier central. Ce pilier est central tout simplement parce que c'est celui qui adresse les usages, l'utilisation par les citoyens des services. Ce qui prime, c'est ce que ça apporte aux citoyens, ce que ces technologies apportent aux citoyens, ce qu'il en tire comme intérêt. On peut mettre toutes les technologies qu'on veut, si les citoyens n'y voient pas un intérêt, il n'ira pas vers ces technologies-là. À la limite,
Si vous lui mettez seulement l'intérêt, tout le reste, il est capable de le construire lui-même ou de le chercher lui-même. Donc il s'agit ici vraiment de lui mettre à disposition ce contenu qui peut être du contenu qui lui permet de faciliter son activité économique, le commerçant qui peut commercer plus facilement, l'agriculteur qui peut avoir accès à du contenu de formation, par exemple, dans son activité, qui lui permet d'améliorer sa productivité ou de réduire ses pertes, d'avoir accès au marché. Ça peut être l'étudiant qui a besoin d'accéder à des cours dans des MOOC, d'accéder à des cours d'université internationale dans tel ou tel domaine. Ça peut être l'artisan qui a fabriqué un masque ou une toile et qui a besoin de le vendre et qui aujourd'hui n'a pas d'autre moyen que le petit local dans lequel il fabrique. Donc, etc., etc. Donc, vraiment pour nous, c'est une priorité. Une priorité, là aussi, nous mettons à contribution le plus fortement possible le secteur privé, surtout les jeunes, tous ces jeunes qui ont beaucoup de talent dans le secteur, tous ces jeunes qui peuvent faire des applications, du développement, etc. Nous les invitons à nous rejoindre et à travailler sur tout ce qui peut, j'insiste là-dessus, améliorer les conditions de vie des populations, tout ce qui peut adresser des problématiques auxquelles les populations aujourd'hui sont confrontées. Et quand vous observez autour de vous, il y en a dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'éducation, dans le commerce, dans la sécurité, etc. Il y en a dans tous les domaines. Et ici, pour peut-être terminer sur ce point-là, c'est que nous avons voulu, nous l'avons fait sciemment, nous avons voulu que l'État soit un modèle et que ce ne soit pas les populations qui imposent la marche à l'État. Donc nous avons voulu que l'État soit devant et l'État, donc, à travers le programme de gouvernance électronique qui est mis en œuvre, donc le programme e-Gouv, aujourd'hui déploie des solutions. Nous avons, je pense que le directeur de l'ANSU tout à l'heure en parlera plus en détail, mais nous avons pratiquement 300 services qui ont été identifiés, qui sont des services aujourd'hui fournis par diverses structures de l'État, mais c'est des services fournis via les moyens traditionnels et que nous pouvons fournir via le numérique. Cela reviendra plus cher, sera plus efficace, cela améliorera la relation entre l'État, entre le gouvernement et les citoyens, etc., etc. Donc nous travaillons très fortement à faire en sorte que l'État ne soit pas en reste dans cette politique de déploiement donc, du contenu. Et à ce niveau, j'insisterai également sur un point, je faisais appel tout à l'heure aux jeunes, c'est qu'à ce niveau, nous avons mis en place une fondation pour soutenir justement tout ce qui est projet innovant, porté par des jeunes qui ont souvent d'excellentes idées, mais qui manquent de moyens ou de capacités pour aller plus loin. Donc cette fondation va permettre justement d'aider nos jeunes par grappe de 50, parce que nous avons malheureusement des moyens qui sont limités. Et il faut savoir que le premier concours qui a été fait a permis de lister jusqu'à 800 projets jeunes. Jusqu'à 800 projets jeunes. Les uns les plus pertinents que les autres, vous voyez. Donc, c'est 800 projets qui, aujourd'hui, potentiellement, pourraient être accompagnés par la Fondation Jeunesse Numérique. Donc, ici, il s'agit véritablement de supporter nos jeunes, de leur donner un cadre dans lequel ils peuvent s'épanouir, ils peuvent poursuivre leurs travaux de recherche, un cadre dans lequel ils peuvent être coachés, ils peuvent être formés, voire même plus loin, qu'ils puissent être accompagnés financièrement ou que nous puissions les aider à établir des partenariats avec des personnes en mesure de les amener plus loin. Le cinquième pilier sur lequel nous travaillons, c'est celui du renforcement du capital humain. Là aussi, ça s'est imposé dès le départ parce que nous avons perçu que notre pays, comme beaucoup d'autres pays africains,
était en cette matière trop faible. Quand nous avons lancé le programme de gouvernance électronique de l'État, le projet eGov, nous nous sommes rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 ans, j'espère qu'aujourd'hui la situation a un peu changé, nous ne l'avons pas mesuré dernièrement, mais il y a 4 ans, nous étions à moins de 1% des fonctionnaires qui avaient une bonne maîtrise de l'outil informatique. Donc c'était difficile, avec un tel taux, d'avoir un impact ou d'avoir l'impact que nous recherchions. Donc là aussi, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre de mesures. C'est premièrement l'introduction de l'enseignement des TIC dès l'école primaire. C'est ambitieux, mais en même temps, c'est la ligne qui est tracée et sur laquelle nous travaillons. Deuxièmement, c'est l'équipement de nos lycées et collèges en salles multimédia. Là aussi, nous avons été très fortement soutenus par le secteur privé. Je dois saluer tous leurs représentants qui sont ici. Je vois notamment Freddy Kiala, donc DG de MTN, avec nous. Mais tous les autres également, Mauve et Orange, nous ont beaucoup soutenus dans cette activité qui a consisté à créer des salles multimédia dans nos lycées et collèges. Au point où aujourd'hui nous sommes à plus d'un tiers de nos lycées et collèges publics équipés en salles multimédia. Donc cela permet, dès cet âge, dès ce niveau, d'être confronté quotidiennement à l'équipement informatique avant même d'arriver à l'université. Nous avons équipé nos universités de centres de ressources. Nous avons mis en place les ATIC, donc l'École supérieure africaine des TIC. Là, c'est surtout pour former l'élite dans le secteur. Nous recrutons les meilleurs bacheliers aujourd'hui de Côte d'Ivoire et c'est des formations en 4 ans ou en 5 ans. Donc, nous sortons des gens d'un niveau relativement élevé. Et nous avons mis en place l'an dernier, en ce qui concerne le gouvernement, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire pour là pallier les insuffisances que nous avions par ailleurs en matière de formation dans l'enseignement supérieur. Je pourrais continuer sur tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire dans le secteur, mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres panélistes qui ne sont pas encore intervenus, je n'ai pas envie qu'ils m'en veulent. Je voudrais donc peut-être commencer à aller vers une conclusion de tout cela en indiquant que la Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. La Côte d'Ivoire a beaucoup évolué, ce qui prouve que la stratégie que nous avons mise en œuvre depuis 4-5 ans maintenant est efficace. C'est important de le dire. Si elle n'était pas efficace, nous n'en serions pas au résultat que nous avons obtenu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100%, de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aux environs de 40% d'utilisateurs de l'Internet en Côte d'Ivoire, une dizaine de millions sur les 24 millions de population. Nous sommes à 3 millions de personnes, par exemple, sur Facebook. Nous sommes à 300 000 personnes sur Twitter, etc. etc. Nous avons un service de mobile payment qui aujourd'hui progresse très fortement. Nous sommes aujourd'hui entre 7 et 8 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire de ce service qui a démarré il y a seulement quelques années. Et nous sommes aujourd'hui en moyenne journalière à 17 milliards de francs CFA de transactions qui sont faites sur les réseaux et systèmes. 17 milliards, si je ne me trompe pas, c'est une trentaine de millions de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, quotidiennement, de transactions, c'est très important. Mais pour nous, c'est moins le chiffre que le confort que cela apporte aux populations. Aujourd'hui, un citoyen lambda peut rester chez lui, payer ses factures d'électricité, d'eau, peut rester chez lui et toucher aujourd'hui des prêts qui sont faits par certaines banques. Un parti politique que je ne nommerai pas a fait des prêts à ses militants. Il l'a fait via ces solutions-là, parce que c'était des prêts de montant très modique et
déplacer des personnes pour aller payer de l'argent main à main aurait été très coûteux. Mais par ces solutions de paiement mobile, cela a pu se faire très facilement, pratiquement sans coût. Les bourses des étudiants. Aujourd'hui, nous avions beaucoup de problèmes d'insécurité sur les routes. J'ai vu, sans le citer, un opérateur de téléphonie qui communique beaucoup sur cela, et il a raison. Et il a raison. Mais ça fait 3-4 ans que nous en parlons. Que nos populations continuent de se déplacer avec des sommes d'argent importantes pour faire du commerce, pour aller au village, assister à des funérailles, etc., etc. Elles pourraient, et aujourd'hui elles le font, mettre cet argent sur leur téléphone, se déplacer avec un téléphone donc qui est sécurisé, plus de risque d'être agressé, plus de risque de perdre son argent, et on le retrouve à l'arrivée. Vous voyez, donc ces solutions apportent un réel confort et une meilleure sécurité à nos populations, et pour nous, c'est cela l'essentiel. Je m'arrêterai ici et je reviendrai sur les autres points quand nous rentrerons dans la partie questions et réponses. Je vous remercie.